évidemment, deux. Je pense que j'ai envoyé un texte. Nous avons ce midi deux conférenciers qui connaissent très, très bien les enjeux des élections américaines actuelles. On sait que c'est très, très serré. Évidemment, on a Jean-Marc Léger, qui est président et chef de la direction du groupe Léger, une firme de sondage, et John Parizella, qui n'a pas besoin de présentation non plus, qui est très, très connu, qui est un expert très connu, évidemment, reconnu en ce qui concerne les élections américaines, la politique américaine. John Parizella est conseiller spécial chez la firme de communication et de relations publiques. Alors, merci beaucoup, messieurs, de vous joindre à cet événement qui, j'en suis convaincu, sera vraiment super intéressant à quelques jours de l'élection dont on ne peut, je pense, prévoir le résultat. En tout cas, c'est mon opinion. Si vous avez des opinions à donner là-dessus, vous me les donnerez. Et je vais donner la parole à Jean-Marc pour commencer, qui va nous présenter des résultats de sondage. Et ensuite, John va faire une analyse aussi de la campagne électorale et des enjeux des élections actuelles. Donc, Jean-Marc, avec vos résultats, s'il vous plaît, pour peut-être une dizaine de minutes. Je pense que vous avez pas mal de résultats à partager. Merci, Jean-Marc. Oui, merci, Jean-Paul. Bonjour, John. Ça fait plaisir. Bonjour, Jean-Marc. Dans le fond, ce qu'on souhaite, c'est vous donner un peu les éléments clés pour que vous puissiez suivre cette élection-là dans la dernière semaine. Dans une semaine, ça sera la journée de l'élection, puis la soirée électorale. Moi, je serai à TVA à sa soirée électorale, puis on a bien hâte de préparer tout ça. Dans l'esprit, on a plein de découvertes, plein d'informations que je veux partager avec vous. C'est l'élection la plus importante depuis la guerre de sécession, à mon avis. C'est l'élection la plus serrée également de l'histoire des États-Unis. Tout ça pour dire qu'elle est exceptionnelle comme élection. Oui, il y a eu 2016, oui, il y a eu 2020, mais on retrouve aujourd'hui une dynamique qui est totalement nouvelle. C'est pas 2016, c'est pas 2020, c'est une nouvelle dynamique. Moi, j'ai quelques éléments que je veux partager avec vous. Je vais commencer par ce tableau-là pour provoquer un peu la conversation. Ça, c'est la une du New York, de deux quotidiens de New York d'hier, suite au rallye de dimanche au Madison Square Garden, qui était le plus gros rallye de Donald Trump de la campagne. Vous voyez, à droite, vous avez le New York Post qui parle de l'amour à l'égard de Trump, et à gauche, vous avez Racist Ready. Tout ça pour dire, c'est qu'il y a vraiment deux visions de l'Amérique qui s'affrontent totalement, partout. Moi, j'ai des bureaux à New York, je travaille sur le marché américain depuis longtemps, mais jamais vu cette division-là. Même dans les bureaux aux États-Unis, personne ne parle des élections parce que c'est la chicane permanente. C'est vraiment un peuple qui est divisé. Si on va un peu plus loin, je vais essayer de vous partager la moyenne des sondages. Vous donner une idée, là, en quelques minutes, là, il se passe quoi sur le marché américain? La moyenne des sondages, c'est 49 Mme Harris, 48 M. Trump. C'est 1 point d'avance sur Mme Harris. Et ça, c'est au national. Puis vous savez, aux États-Unis, les résultats nationaux, c'est un concours de beauté, là. Ça n'a pas d'importance. Parce que ce qui est important, c'est les 50 États américains, notamment les 7 États clés où ça va se décider. Donc, oui, s'il y a un point d'avance, mais ce n'est pas suffisant. Rappelez-vous que Mme Clinton a gagné par 2,1 en 2016 le vote et a perdu l'élection. Et Joe Biden, lui, avait gagné par 4,3 à l'élection 2020 et il a gagné de peu l'élection dans les États clés. Fait que tout ça pour dire, là, déjà, là, c'est extrêmement serré, mais un avantage pour M. Trump, notamment dans les États clés. Ici, comment on évalue ça? Les sondages, c'est un premier niveau d'information. Si on va une coche plus haut, c'est que les statisticiens américains qui ont développé des techniques de probabilité, ça a une limite. Mais tout ce que je veux vous dire, c'est que tout le monde s'en va dans le même sens. S'il y avait élection aujourd'hui, Donald Trump gagnerait. Dans une semaine, j'en suis pas certain. Tous les sites, les agrégateurs qu'on appelle les 58 ou même le The Economist, Nate Silver, Polymarket, tout le monde prévoit une victoire de Donald Trump. Même les marchés financiers prévoient la victoire de Donald Trump. À droite, vous avez les chiffres de Nate Silver, la probabilité, là, 55 %. Même si elle gagne la deuxième colonne, le nombre de votes, en termes de votes, elle n'a pas suffisamment d'avance au global pour gagner. Mais notez là, qu'à 54 %, là, on est du 50-50. Moi, là, je suis sondeur. Là. Quand je vois des avances de 0,5, 0,8, 1,2, c'est de la connerie. Là. Et les sondeurs, c'est une marge d'erreur de 3 %. Fait que là, tout ce que ça dit, les sondages, c'est la limite de ma science. Là. Ce que ça dit, c'est que c'est serré. C'est ça que ça dit encore ici, qui peut gagner. Allons un petit peu plus loin. Au national, comme j'ai dit, ça a peu d'importance, donc l'écart de 1 %. Mais quand on regarde les luttes dans les 7 États clés, on choisit ces États-là parce que tous les autres États, là, on sait déjà qui va gagner. On sait que dans le Nebraska, dans l'Oklahoma, en Californie, en New York, là, on sait où et qui vont gagner, sauf ces 7 États-là. Regardez à droite le tableau de 538, là, qui est un site de référence. Vous voyez, au Michigan, Harris est en avance par 0,4. Ça ne veut rien dire. 0,1, 0,3.
Tout est extrêmement serré dans ces 7 États clés-là. Mais ça veut aussi dire que quand c'est serré, c'est que ça peut passer d'un bord ou de l'autre. Moi, j'ai assez d'expérience pour savoir, par exemple, que le Michigan, Wisconsin, Pennsylvanie, ça va tout voter du même bord. Ça fait 30 ans que ça va du même bord. Ça veut dire que si Mme Harris va chercher le 1 ou 2 points de plus, c'est la même clientèle. Elle va ramasser tout ça. La même chose, Nevada, l'Arizona, ça va partir du même bord, ces 2 États-là. La Caroline du Nord, Georgie, là, il y a quelques phénomènes locaux à cet égard-là, mais tout est tellement serré. La clé demeure la Pennsylvanie. Et c'est ça qu'il faut surveiller le soir d'élection, parce qu'au total, si Mme Harris gagne le Michigan, le Wisconsin et la Pennsylvanie, elle gagne l'élection, même si elle perd les 4 autres. Elle a suffisamment de votes au collège électoral pour gagner. M. Trump, lui, doit gagner le Sud, mais il doit gagner aussi la Pennsylvanie pour gagner. C'est pour ça que cette élection-là est au cœur de l'élection. C'est l'État pivot par excellence. Puis quand je dis ça, là, je fais une approximation parce que c'est même pas dans l'État. On sait que les villes votent Harris, les campagnes votent Trump, mais il y a quelques villes, ici et là, une dizaine de villes, dans des petites communautés qui vont faire la différence. C'est fou, hein? Au total, là, dans les États que vous voyez là, il y a 21 communautés qui font la différence, donc à peu près 100 000 personnes qui vont déterminer qui va gagner l'élection. Ça veut dire que c'est 100 000 personnes décident qui va être président des États-Unis puis décident la direction du monde entier. C'est ça le système américain. On va surveiller ces 7 États-là. Dans la probabilité de gagner, en parallèle de l'élection, il y a aussi le Sénat. 88 des chances que ce soit les républicains qui gagnent le Sénat. C'est serré à 51-49. Il y a 2 États que les républicains peuvent gagner. Donc, on s'attend à ce que le contrôle du Sénat soit républicain. Alors que la Chambre des représentants, 53 de chances de républicains, c'est léger, mais il y a un léger avantage pour les républicains quand même, mais ça risque d'être très serré. Fait qu'il faut regarder, dans le fond, les 3 systèmes pour voir qui va contrôler. Pour l'instant, aujourd'hui, Trump aurait des chances de contrôler les trois institutions. 3-4 éléments de plus pour réfléchir. Ce qui est fascinant dans cette élection-ci, puis c'est ce qui se passe à travers le monde. Moi, je sonde un peu partout, là. Puis il y a vraiment une nouvelle lutte de classe qui se passe. Les gens se demandent pourquoi les gens votent Trump. On regarde ça du Canada, on dit ça n'a pas de bon sens, le monde vote Trump. Il y a 70 des Québécois qui sont Harris, il y a 17 qui sont Trump, puis il y a les autres qui n'ont pas d'opinion. Donc, la grande majorité des Québécois sont pour Mme Harris. Comment on peut voter pour Trump? C'est plus profond que ça. C'est vraiment la variable la plus importante, c'est la scolarité. Les gens qui sont moins scolarisés, vous avez à gauche, ça vote Trump plus 11 Les plus scolarisés votent pour Mme Harris de plus 22 pour Mme Harris. Mais quand on va une coche plus loin, les hommes moins scolarisés, c'est le bout du spectre, ça. 41 d'avance pour M. Trump. Ça, c'est la gang qui ont été le 6 janvier 2021, qui ont été au Capitole. Et vous avez de l'autre côté les femmes plus scolarisées. Mme Harris gagne par 23 C'est vraiment 2 mondes qui s'affrontent. Le monde peu scolarisé d'un côté versus le monde scolarisé. C'est ça la nouvelle lutte de classe actuellement qu'on assiste aux États-Unis particulièrement, mais c'est la même chose en France, en Italie, en Allemagne, en Autriche. C'est le même phénomène qui est là. Et résumé dans une phrase qui disait la clé de M. Trump jusqu'à maintenant, c'est l'art d'obtenir le vote des pauvres et l'argent des riches en promettant de les protéger l'un contre l'autre. Ça marche. Ça marche. C'est ça la définition de la politique américaine actuellement. Il va chercher le vote d'un côté des plus. Allez un petit peu plus loin, la question de l'urne, il y a des enjeux bien importants dans cette campagne-là. Puis l'avantage que Trump a, c'est qu'il est fort sur les 2 premiers enjeux, l'économie et l'inflation. Ces 2 enjeux-là, qui sont les plus importants pour les Américains, fait que Trump a un avantage parce qu'il est perçu comme celui qui va aider l'inflation, qui va limiter l'inflation, même si son plan risque de faire l'inverse. Et sur l'économie, il y a une perception encore. Petit bémol, l'avantage sur l'économie de John Hessay, au début de la campagne, c'était plus 13 pour Trump. Aujourd'hui, c'est rendu plus 8. Et ça, pour moi, c'est la variable clé, là. Si elle ne bouge pas jusqu'à la fin, Trump a un avantage. Si l'écart se réduit à 4-5 points en faveur de Trump, Mme Harris a des chances de gagner. C'est, à mon avis, la variable parce que les Américains votent avec leur portefeuille. Et ça, c'est un élément majeur de la campagne américaine, contrairement au Canada où ce n'est pas le même phénomène qu'on assiste. Si on va plus loin, c'est que dans le fond, des derniers jours, là, ça demeure un référendum sur Trump. Et on le voit dans les propos de Kamala Harris, qu'elle vise Trump en disant qu'il est instable, qu'il est incohérent, qu'il a des problèmes de santé mentale. Elle le traite même de fasciste. Tout ça pour dire, parce qu'en bout de ligne, on sait que quand les Américains vont rentrer dans l'isoloir, t'es pas contre Trump. C'est ça en bout de ligne. Il vampirise toute l'actualité.
depuis 9 ans. C'est un personnage hors du commun, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, là, c'est un personnage hors du commun. Là. Il n'est pas comme les autres, malgré qu'on a tous des doutes sur sa santé mentale, sa santé physique, ça c'est le tableau que vous avez à droite, là, son honnêteté. Mais surtout en bas, c'est que 53% des Américains ne souhaitent pas 4 années de chaos. Il y en a qui votent pour lui, mais qui ont un doute sur ce qui va se passer le lendemain. Et c'est la confiance que Trump essaie de donner aux Américains. Et l'événement du Madison Square Garden, c'est catastrophique pour moi pour la campagne de Trump, parce que c'était tout ce qu'on n'aime pas de Donald Trump, vous l'avez vu dans la même journée. Les propos racistes, misogynes, les traités de Kamala Harris de prostituées, d'antéchrist, traiter les Portoricains qui vivent sur une île de déchets, là, ça n'avait pas de bon sens. Fait qu'on sait que Trump est à droite, mais on s'aperçoit que sa gang est encore plus à droite. Si on veut dire, un des éléments nouveaux qu'on a mesuré, c'est la favorabilité à l'égard de Trump. Et ça, nous, on ne le voit pas du Canada, mais en 2016, quand on faisait favorable, moins défavorable, il y avait moins 27% d'écart qui étaient élus. En 2020, il s'était amélioré à moins 20% l'écart entre ceux qui l'aiment et ceux qui ne l'aiment pas. Aujourd'hui, on est juste à 9% d'écart, là. Il y a 43% qui l'aiment, il y a 52% qui ne l'aiment pas. Vous voyez, quand vous regardez ça, vous dites, il n'est pas si haï qu'il était à l'époque, là, malgré tout, là. Malgré que c'est un fraudeur, un menteur, quelqu'un qui a fait des agressions sexuelles, nommez-les tous, là. Malgré tout ça, aujourd'hui, les Américains ont une meilleure perception de Trump que ce n'était à l'époque. C'est difficile à comprendre quand on a une vue de l'extérieur. Mais il y a un élément clé pour moi, c'est celle-ci. Les Américains préfèrent un leader fort, même s'il se trompe, à un faible qui a raison. C'est le winner à l'américaine. On veut quelqu'un qui gagne, qui va être devant nous, qui est fort. C'est ça que représente notre émotion au-delà de la raison. Et deux derniers facteurs pour conclure, parce que je pourrais en parler pendant des heures, Jean-Paul et John le sait, les élections américaines, ça nous passionne. J'ai tout dit là jusqu'à maintenant pour dire avantage Trump. Mais attention, attention. La dernière chance de Kamala Harris, c'est d'avoir une sortie de vote exceptionnelle et c'est ce qui est en train de se passer. Parce que la perception de la victoire de Trump qui est rentrée dans le cerveau des Américains angoisse les Américains et fait sortir le vote démocrate. Fait que dans la stratégie démocrate, eux autres sont très contents. Aujourd'hui, on dit « Ah, Trump va peut-être gagner ». C'est ce qu'ils ont besoin pour faire sortir les jeunes, pour que les femmes confirment leur vote, pour que les gens, surtout dans les banlieues, et même les Latinos, qui sont le facteur clé. Les Latinos représentent 19% des Américains, mais 13% des voteurs, mais font toute la différence dans les comtés. Pas les comtés, pardon, dans les États clés. Ils font tous la différence. Fait que la question finale, c'est véritablement, oui, les sondeurs sondent, mais il y a 66% des gens qui vont voter. Fait que ceux qui vont rentrer dans l'isoloir, l'enthousiasme est plus fort du côté de Kamala Harris, l'intention de voter est encore plus forte du côté de Kamala Harris. Fait que c'est ce qui peut faire la différence. Une organisation peut faire la différence d'1 ou 2% à la fin de la campagne. Fait que donc, toute la clé, dans le fond, est là. Jusqu'à quel point les gens votent. Plus le taux de votation va être élevé, plus ça va avantager Kamala Harris. Jusqu'à un certain point. S'il fallait que 90% des gens votent, là, c'est autre chose. Là. Mais essentiellement, si on se retrouve entre 63 et 66% des intentions de vote, des taux de votation, c'est Mme Harris. Et je termine sur celle-ci, John, pour provoquer la conversation. L'élément qui est le plus dangereux de la campagne, c'est celle-ci. C'est que la majorité des Américains s'attendent à des incidents violents au lendemain des élections. Et ça, c'est vraiment le climat qui est en train de s'installer, là. Ce 62%-là, c'est chez les Américains. Chez les démocrates, c'est à 70%. La peur du chaos au lendemain de Donald Trump est importante. Parce qu'il est possible que Donald Trump gagne la majorité du vote populaire, mais perde dans les États clés. Parce qu'il est beaucoup moins organisé, les taux de votation ne sont pas très bons pour lui. Et ça créerait un précédent, parce que d'habitude, c'est l'inverse. Les démocrates ont plus de votes, puis on ne sait pas trop s'ils gagnent au collège électoral. Là, il est possible qu'on se retrouve avec ça. Donc, en bout de ligne, c'est certain que demain, après l'élection, M. Trump va dire qu'il s'est fait voler l'élection et toute la conséquence. Le seul facteur, et je conclue là-dessus, de différent par rapport à 2021, c'est que c'est les démocrates qui sont au pouvoir. Fait que c'est plus facile à calmer la grogne publique que ce ne l'était en 2021 où c'est Donald Trump qui était au pouvoir. Donc, la question qui s'en vient, oui, les intentions de vote, mais la question, c'est jusqu'à quel point ce pays-là va sortir divisé. Et la clé, c'est l'ampleur de la victoire de l'un ou de l'autre. Une victoire de Donald Trump plus importante ou une victoire de Kamala Harris plus importante, ça changerait toute la nature des choses. Voilà, c'était mon point d'introduction pour introduire mon ami John Parisella. Merci. On pourra répondre aux questions à la fin. Là, Merci beaucoup, Jean-Marc. On va revenir avec des questions un peu plus tard.
parole à John, effectivement, qui va nous présenter une analyse un peu plus en profondeur, en fait. Jean-Marc a présenté davantage des résultats de sondage, des données. John va nous faire une analyse maintenant de l'élection, des campagnes peut-être aussi, qui se sont déroulées. Alors, John, je te cède la parole. Ben, merci beaucoup, Jean-Paul. Moi, je ne me vois pas sur l'écran, donc je présume que les gens le voient, donc il n'y a aucun problème en ce qui me concerne. Ben, écoutez, premièrement, je voulais féliciter Jean-Marc parce que je pense que Jean-Marc présente vraiment un portrait de la situation et il est très réaliste aussi dans ses conclusions. Je pense qu'on est tout inquiets de la possibilité de la violence post-électorale. C'est clair que si M. Trump perd l'élection, il va contester les résultats. Déjà, ils ont fait des démarches devant devant des cours dans des différents États pour essayer de remettre en question la façon que les votes vont être comptés. À date, ils ne semblent pas gagner, mais ça reste quand même qu'ils sont organisés justement pour contester les résultats. Il ne se ralliera pas si Mme Harris sort avec le vote en avance avec le vote électoral. Peut-être juste un petit rappel de choses importantes. Je pense que c'est tout à fait. Le vote électoral ou le collège électoral décide qui va être président des États-Unis. Essentiellement 538 électeurs qui sont au collège électoral. Donc, le chiffre magique est 270. Et sur les 50 États, il y a 43 États qui vont essentiellement voter de la même façon qu'ils ont voté en 2020. Et il y en a 7 qui sont qualifiés comme des États clés, des États pivots, des États, en anglais, ils disent des battleground states, c'est des États qui vont faire la différence. Donc, ça, on les a bien identifiés à date. J'y reviendrai tantôt. Donc, c'est clair on a une situation très serrée. Le collège électoral, c'est une façon indirecte à choisir le président. Ce n'est pas le vote populaire comme on connaît en France. Et le système est différent, comme vous le savez, comparativement le nôtre. Nous autres, notre premier ministre est formé essentiellement, son entourage et son cabinet est formé par la majorité ou le plus grand nombre de sièges qui gagnent à la Chambre des communes. Ici, on peut se réveiller essentiellement avec un congrès qui est d'un parti et avec une présidence qui est de l'autre parti. Je reconnais quand même que Jean-Marc a raison de dire que s'il y a un des deux candidats qui a une chance à avoir un trifecta, c'est-à-dire la Maison-Blanche et les deux chambres au Congrès, c'est beaucoup plus M. Trump que Mme Harris. Simplement parce que au niveau du Sénat, il y a juste une majorité en faveur des démocrates, 51-49, mais il y a 23 sur les 33 sièges, 34 sièges qui sont en jeu, 33 ou 34 qui sont en jeu. Il y en a 23 qui sont démocrates et déjà, il y a deux sièges démocrates qui sont dans la possibilité de passer aux républicains. West Virginia, le comté, ou du moins le siège de Joe Manchin, est dénommé John Tester à Montana. Donc, c'est fort possible et probable que le Sénat va devenir républicain. La Chambre des représentants, il y a une majorité au moment qu'on se parle, je crois, d'environ 4 ou 5 sièges en faveur des républicains, puis il y a des sièges qui ne sont pas occupés. Il y a beaucoup de sièges qui sont il y a environ 15 sièges qui sont qui sont républicains, mais dans des comtés que M. Biden a gagné à la dernière élection. Donc, si la sortie du vote s'avère importante, comme Jean-Marc a dit que c'est une possibilité, c'est clair que ça peut basculer sur le côté démocrate et le Sénat, la Chambre des représentants pourrait être, avec une majorité très étroite, pourrait devenir démocrate. Mais au moment qu'on se parle, je suis porté à dire que Mme Harris peut gagner la présidence, mais elle risque de ne pas avoir la majorité dans aucun des deux autres sièges. Cela étant, la campagne. La campagne comme telle, c'est vraiment deux campagnes dans une. On a eu la première campagne, c'est avec M. Biden, puis on a vu le fameux premier débat au mois de juin où il a vraiment contre-performé. C'était une mauvaise performance. Tout était remis en question. Sa démarche physique, son côté mental, et ça n'a pas pris longtemps, il a quitté. Évidemment, il n'a pas quitté dans les jours dans la journée qui a suivi, mais je pense que M. Biden savait qu'il fallait qu'il quitte et il a voulu attendre que la
la convention des républicains ait lieu pour pas que son successeur soit l'objet d'une convention contre cette personne-là. Donc, il a quitté après la convention démocrate. À ce moment-là, rallier les troupes démocrates et ça s'est fait par l'establishment en faveur de Mme Harris. Donc, ça a pris les gros canons, les gens réputés comme les Nancy Pelosi, le couple Obama, le couple Clinton, beaucoup d'anciens disons, du Congrès se sont ralliés rapidement, incluant même Bernie Sanders qui avait été très hésitant envers Mme Clinton en 2016. Il s'est rallié rapidement avec aussi Alexandra Ocasio-Cortez, qui est plus vue comme la gauche démocrate, s'est rallié immédiatement. La convention a lieu, c'était essentiellement un couronnement. Donc, on peut dire que l'été, Mme Harris a gagné le mois de juillet avec le ralliement et a gagné le mois d'août avec le couronnement. Le mois de septembre a bien parti pour elle. Elle a eu le deuxième débat et ce débat-là, autant que M. Trump avait pas si bien performé contre Biden, mais Biden, c'était tellement mauvais qu'on n'a pas noté que M. Trump a fait au-delà d'une trentaine de faussetés dans le débat du mois de juin. Mais dans le débat contre Mme Harris, c'était clair qu'il y avait un gagnant. Et le gagnant, c'était Mme Harris. Elle était gagnante sur le verbal, sur le non-verbal. Donc, elle a eu un bon mois de septembre. Aussi, son choix de colistier au mois d'août de M. Walz a fait une combinaison importante, puis compte tenu qui rayonne beaucoup dans la région américaine qu'on appelle le mur bleu, c'est-à-dire en dehors de son État du Minnesota, le Wisconsin, la Pennsylvanie et la Pennsylvanie, le Wisconsin et le Michigan. Donc, au bout de la ligne, ça s'annonçait très bien, mais le mois de septembre, le mois d'octobre, je pense que le portrait qui a été présenté par Jean-Marc est probablement un portrait qui traduit pas mal essentiellement la situation. Donc, l'élan pour Mme Harris, c'est comme arrêté, mais elle n'est pas en dehors du match, loin de là. À date, il n'y a pas eu vraiment ce qu'on appellerait la surprise d'octobre, à moins que elle gagne la semaine prochaine. Et si elle gagne la semaine prochaine, on va dire que c'est probablement la présentation de Trump au Madison Square Garden avec l'humoriste qui a fait des propos racistes envers les Portoricains. Et les gens m'ont dit que c'était ça l'October Surprise, mais ça, on verra. L'histoire a toujours une façon de rectifier ou de mettre les choses en perspective. Donc, c'est une campagne serrée et la question, ou du moins on peut se poser deux questions. Est-ce qu'il y a une question de l'une? Puis comme Jean-Marc disait, il n'y en a pas vraiment une question. S'il y en avait une quand même qui pouvait être déterminante, ça aurait été la question économique, mais la marge en faveur de M. Trump sur le plan de l'économie et de l'inflation était assez élevée. Là, ça s'est réduit, mais le vote populaire et le vote dans les États pivots, c'est dans la marge d'erreur. Donc, c'est clair que c'est pas une question qui domine au moment qu'on se parle. Il y a la question de l'immigration, ça domine dans certains milieux, moins dans d'autres. Il y a la question, évidemment, de l'avortement qui a été très important pour les démocrates au mi-terme et qui a essentiellement fait perdre les alliés les plus connus de M. Trump dans les élections des mi-termes. Et il y a la question de la démocratie. La démocratie, c'est sûr que les propos de rétribution, les propos de se revenger contre les adversaires, le projet de 2025 est un projet conservateur pour donner plus de pouvoir à l'exécutif au point qu'on remettrait même en question la relation avec le Congrès. C'est clair qu'on a une situation où la démocratie est un facteur. Mais encore là, ces quatre sujets-là, il n'y en a pas une qu'on peut dire que c'est une question de l'une qui domine. On peut parler aussi de toute la question de l'engagement américain à l'international, le America First de M. Trump, l'engagement de Mme Harris. On peut se poser toutes des questions sur ça. Et est-ce qu'il y a une question de l'une qui émerge de ces deux visions-là du rôle des États-Unis sur la planète? La réponse courte, c'est non.
Donc, on a une situation qu'il y a peut-être, on peut avoir une prime de l'urne, et je pense que la manière que Jean-Marc a terminé son analyse concernant Mme Harris, la sortie du vote, l'enthousiasme, l'intention de vote, la mobilisation de son électorat, c'est des facteurs qui peuvent être la surprise, qui peut donner l'opportunité de gagner dans les États clés. Puis comme vous savez, la plupart des experts vont vous dire que ça va être entre 75 000 à 100 000 électeurs ou voteurs qui vont faire une différence, même si on prévoit qu'il peut y avoir 160 millions d'Américains qui vont voter. Ça va se décider dans ces États-là et le cumulatif à peu près de tout ça risque d'être entre 75 et 100 000 votes. Donc, on est loin d'être en mesure de dire qu'il y a une vague d'un bord ou de l'autre. Mais c'est une élection serrée et j'aimerais terminer en faisant quelques commentaires sur la relation Canada-US. Jean-Marc a dit au début, c'est l'élection peut-être la plus importante depuis la sécession. C'est clair que c'est la plus importante dans le temps moderne. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, on a eu un parti républicain qui était avant la Deuxième Guerre mondiale, America First. C'est devenu essentiellement sous Eisenhower et ceux qui l'ont suivi, incluant Nixon, incluant, comment est-ce qu'on l'appelle, Reagan et Bush, les deux Bush, c'était devenu un pays qui s'engageait sur le plan international pour protéger la démocratie, pour protéger les valeurs associées à l'Occident. Et le Parti républicain, le démocrate, était déjà là surtout à partir de Franklin D. Roosevelt, continuant avec Truman, les Kennedy et ensuite Clinton, puis évidemment même Obama et Biden. Donc, on avait une situation qui était assez particulière. Puis, je cite toujours le président canadien qui est venu au Parlement canadien et il a dit qu'essentiellement que la géographie a fait de nous des voisins. La, la- L'économie a fait de nous des partenaires, l'histoire a fait de nous des amis, et la nécessité, c'est-à-dire des différentes guerres, ont fait de nous des alliés. Et en plus de ça, on est deux démocraties, puis on est régi par un régime fédéral. Donc, la relation Canada-US demeure la plus importante, la plus proche sur la planète, même si on s'appelle des commentaires de monsieur, du père Trudeau, Pierre Elliott Trudeau, qui disait que être près des Américains, c'est comme dormir avec un éléphant. Donc, c'est clair que cette relation-là n'est pas toujours facile. Il y a des présidents et des premiers ministres qui ne sont pas toujours entendus, mais fondamentalement, la relation, elle est en ligne pas mal avec la façon que John Kennedy avait décrit en 1961 et qu'on peut dire que c'était répété entre M. Biden et M. Trudeau. Et je crois que le Canada doit regarder cette élection-là en se disant, nous avons deux grands défis, au moins trois grands défis qui nous attendent. Le premier défi, c'est la révision de l'entente de libre-échange, la CEUM, qui est due après 6 ans, ça fait depuis 2020. Donc, en 2026, il y aura une révision pour voir si ce traité-là est encore aussi pertinent, s'il rencontre ses objectifs, si les trois partenaires, le Mexique, le Canada et les États-Unis, sont satisfaits. Et compte tenu que Trudeau et Trump ont signé cette entente-là, là, on a une nouvelle personne qui est la présidente du Mexique. Donc, c'est clair qu'on s'attend à une révision qui risque d'être corsée, peu importe si c'est Trump, peu importe si c'est Mme Harris, parce qu'il y a un élément protectionniste qui domine maintenant dans les relations économiques et commerciales. Et c'est maintenant pas juste attribué à un parti. Avant, c'était les démocrates, les républicains sous Reagan, puis sous Bush, c'était des libres échangistes. C'est maintenant aussi sous Trump protectionniste. Donc, on a une situation, puis en même temps, M. Trump s'est engagé à augmenter, à imposer des tarifs de 10 à 20 sur toutes les importations et il n'a pas exclu le Canada. Donc, c'est clair que ça, c'est un élément important. Deuxième élément, c'est le 2 du PIB que les pays membres de l'OTAN doivent contribuer. Le Canada s'engage à le faire
possiblement d'ici 2032, j'ai l'impression que les gouvernements américains, le gouvernement américain, que ce soit Trump ou Harris, vont exiger que les Canadiens précipitent leur objectif de se rendre aux 2 Ça, c'est important. Les changements climatiques vont être importants. Il y avait M. Trump, quand il est devenu président, il est sorti de l'accord de Paris. M. Biden, quand il est devenu, il s'est rejoint. On peut dire qu'il y avait des similarités entre Biden, Trudeau, entre le Canada et les États-Unis les derniers temps sur les changements climatiques, qui n'est loin d'être le cas avec M. Trump. On peut prévoir qu'il va ressortir de l'accord de Paris. C'est un climat-sceptique et donc ça, c'est une autre situation. Et la feuille de route qui a été entérinée par M. Trudeau et M. Biden en 2022, est-ce qu'il va être encore actif? Est-ce qu'il va être encore pertinent si c'est M. Biden? On peut présumer que c'est Mme Harris. La réponse, c'est que ça va être la continuité. Tout ça pour vous dire que ça veut dire que la relation Canada-US ne sera pas facile. Ça va vouloir dire ça va vouloir dire de la diplomatie, la préparation. Je pense que le Québec et le Canada savent que ça sera pas facile et se préparent. Je suis fier de dire que le Québec a 11 bureaux sur le sol américain. Ça travaille en étroite collaboration avec l'ambassade canadienne. Donc, je pense que le Canada est préparé, contrairement à 2016, quand Trump est rentré. Donc, Trump, qui était très actionnel, qui risque de provoquer, même s'il a été signataire de cette entente, je pense qu'on est mieux préparé, mais ça veut dire que la diplomatie doit être à tous les niveaux. Elle peut être au niveau d'Ottawa et Washington, mais il faut qu'elle soit au niveau des provinces et les États et possiblement même entre les compagnies et les organisations qui représentent des compagnies comme les chambres de commerce. Donc, plus que jamais, on a un gros défi, mais la diplomatie en permanence et la diplomatie économique va devenir très, très, très important. Donc, c'est un peu ça que je voulais faire donc, oui, c'est une élection importante et probablement elle va avoir un impact plus directement sur le Canada que toute autre, disons, élection américaine a eu, du moins dans le temps récent, et surtout depuis la Deuxième Guerre mondiale. Ça ne sera pas facile. C'est sûr que sur le plan affectif et émotif, Mme Harris représente beaucoup plus une candidate en rapport avec nos valeurs au nord de la frontière, mais il reste que peu importe, c'est pas nous qui choisissons, puis peu importe, il va falloir qu'on compose avec l'un ou l'autre, et c'est pas le temps de commencer à démontrer nos préférences, c'est plutôt se préparer, sachant qu'il y a des grands défis qui nous attendent et que c'est une élection qui se complétera pas, disons, essentiellement à l'intérieur de la frontière américaine, mais ça va avoir des répercussions bien au-delà de la frontière américaine. Donc, Jean-Paul, c'est un peu ça. J'espère que je n'ai pas été trop long, mais je voulais quand même présenter cette présentation-là. Et je pense qu'on on a des grands défis devant nous. Et je vous félicite de nous avoir invités, moi et Jean-Marc, parce que c'est pas simplement un spectacle qu'on regarde à la télévision, qu'on va regarder le 5 au soir, qu'on va écouter ou on va lire le lendemain. C'est vraiment une élection qui va avoir un impact dans notre élection canadienne qui s'annonce dans les prochains mois. Et donc, on est loin d'être des observateurs qui regardent un spectacle ou qui sont indifférents sur le résultat. On a tout intérêt de suivre et de se préparer en conséquence. Sur ces sages paroles, John, merci beaucoup de cet éclairage-là qui a fait le tour des grands enjeux, en fait, et aussi de l'impact principalement sur le Canada. Mais avant de donner la parole à Jean-Marc, qui va peut-être aimer réagir à certains points, j'aimerais te demander si tu penses que la Pennsylvanie, c'est vraiment là où ça va se jouer. Comme Jean-Marc le disait tantôt, on pense que les États du Sud sont acquis à Trump pas mal. Le mur bleu au nord, évidemment, dont Jean-Marc a parlé aussi tantôt, c'est pas mal acquis aux démocrates, donc à Harris. La Pennsylvanie, c'est celui du nord qui me paraît, il me semble à moi aussi, vraiment, vraiment, vraiment la clé. Tu ne l'as pas mentionné spécifiquement. Est-ce que tu penses que c'est vraiment le cas? C'est une très bonne question. Moi personnellement, moi, je ne suis pas prêt à dire que Mme Harris gagnera pas
pas un État dans le Sud. Je pense que le fait que ça sort en grand nombre déjà dans les votes par participation en Géorgie et le fait que la Géorgie n'a pas, je pense, apprécié l'intervention de Trump suite à la dernière élection quand il a essayé d'aller chercher des votes et même les démocrates, les républicains sur le sol géorgien, c'est loin d'être des acquis pour M. Trump. Donc, moi, je pense qu'on peut avoir même des surprises là. La Caroline du Nord, c'est un État qui a quand même eu des déplacements de gens du nord vers le sud et certains diraient même que c'est des démocrates qui ont déménagé vers un État un petit peu plus clément au point de vue de la température. La Pennsylvanie, oui, c'est important. Puis Josh Shapiro, le gouverneur, est un gouverneur bien apprécié. Je dirais que euh, et l'événement qui a touché les Portoricains dimanche passé au Madison Square Garden, ben, c'est la population portoricaine la plus, disons, en nombre en dehors de Porto Rico, c'est la Pennsylvanie. Donc ça peut être un facteur. Le Michigan, je suis obligé de dire que le Michigan demeure quand même un État à surveiller parce que les gens qui sont pro-palestiniens n'ont pas apprécié la position de M. Biden face à l'Israël. Donc, on peut avoir une réaction. C'est surprenant qu'il y en a qui sont même présentés sur la scène avec M. Trump récemment, quand on connaît les points de vue de M. Trump face à l'immigration musulmane. Mais il reste que c'est à surveiller aussi. Mais je dirais que le mur bleu, définitivement, l'État la plus importante, c'est la Pennsylvanie. Je dirais que le Wisconsin, avec l'arrivée de Liz Cheney et des républicains qui sont désaffectés, parce que j'ai jamais vu autant de républicains désaffectés le choix du Parti républicain. J'ai jamais vu. En plus de ça, des collaborateurs proches de M. Trump, comme John Kelly, son dernier chef de cabinet, essentiellement décrit comme un fasciste, et le commandant des forces militaires américaines durant le temps de M. Trump, Mark Milley, a essentiellement dit la même chose. Et beaucoup de ses anciens membres de son cabinet se sont dissociés de lui. Donc, ces trois États-là, définitivement, sont importants. C'est dur à dire qu'est-ce qui est le plus important, mais je pencherai avec les propos qui ont été dits, que c'est la Pennsylvanie. Il peut y avoir une surprise à un État dans le sud. En ce qui concerne Arizona, Nevada, je vous avoue, l'Arizona, c'est vraiment le cœur où il y a le problème de la frontière et de l'immigration. Donc, je serais surpris qu'ils pourraient le maintenir, les démocrates pourraient le maintenir. Le Nevada, c'est un petit État, c'est 6 votes électoraux. Mais le net de l'affaire, c'est que ça dépend du mur bleu pour Mme Harris. Et je dirais qu'en ce moment, elle n'est pas perdue, ce n'est pas perdu, nonobstant les prévisions de certains grands sondeurs qui font l'agrégation des sondages et prédit qu'en plus que 50% que M. Trump s'en irait vers la victoire, c'est loin d'être évident. Oui, puis je rajouterais, Jean-Paul, si tu permets, les sondeurs dans les États ne sont pas nécessairement très bons. En moyenne, ils se sont trompés de 3,4 dans les 5 dernières élections dans les États. Surtout qu'il y a beaucoup de sondeurs républicains. Ce que les gens ne connaissent pas, moi je les connais personnellement, les sondeurs. Là. Dans les dernières semaines, il y a eu 27 firmes de sondage qui ont publié des sondages dans les États républicains pour ramener Trump plus fort que ce qu'il est vraiment. Parce qu'aux États-Unis, ce n'est pas comme le Canada. Aux États-Unis, l'industrie du sondage pendant des élections, c'est à peu près 200 millions de dollars. Fait que vous imaginez, il n'y a pas de sondeurs qui sont neutres. Ils sont soit républicains, soit démocrates, sauf les grands instituts nationaux. Fait que ce qui se passe, par exemple, moi, j'ai essayé d'acheter une entreprise à Washington de sondage pour faire des sondages sur la politique américaine. Là. On s'est installé plutôt à New York, mais à Washington, je ne trouvais aucun institut qui était ni ou républicain ou démocrate. Fait que ils sont très engagés politiquement. C'est pour ça qu'il faut avoir une certaine distance. Fait que le résultat, là, 3 points d'écart, ça peut changer toute la donne d'un côté comme de l'autre. Je rajouterai un élément par expérience. John, tu as fait encore plus d'élections que moi, mais il y a toujours des surprises. Fait qu'on a politiciens, sondeurs, il y a des mouvements de population. Il y a des candidats qui n'ont pas d'allure qui vont traîner Trump vers le bas parce que Trump, le problème qu'il a, c'est qu'il y a des candidats extrêmes. Fait que ça peut passer pour Donald Trump, mais il y a plusieurs représentants et même sénateurs qui sont tellement extrêmes qu'ils n'auront pas tout le vote possible. Fait il y a des surprises. Fait qu'on a beau avoir un calcul complet, là, un dans l'autre, on sait que c'est serré.
Mais c'est difficile de prévoir exactement ce qui va se passer en Géorgie, que la dernière fois a été gagné par 12 000 voix par M. Biden. Fait que 12 000 voix dans un État comme ça, c'est tellement peu. Fait que c'est pour ça qu'il faut quand même laisser un peu de suspense, Jean-Paul, le soir d'élection. Il ne faut pas tout déclarer aujourd'hui, là. En effet. C'est bien dit. J'aimerais vous entendre un peu sur l'ordre mondial quand même. C'est sûr qu'on ne sait pas qui va gagner, mais si Trump gagnait, il me semble qu'on pourrait s'attendre à des bouleversements quand même importants là, sur la scène mondiale avec les guerres qui sont en cours, avec la question de l'OTAN, de l'Ukraine, même le Moyen-Orient. Harris, on ne sait pas trop, j'imagine que ce sera un peu la poursuite des politiques de Biden, mais je ne sais pas si vous avez Moi, des inquiétudes dans la perspective où Trump gagnerait l'exemple de 2016. sur l'international. En 2016, les marchés se sont affolés pendant 48 heures à l'élection de Donald Trump. Après, ça s'est stabilisé. Actuellement, les marchés financiers prennent pour acquis la victoire de Trump. Hein? C'est déjà intégré. Puis Trump, le problème, c'est pas le lendemain. C'est qu'il va être tellement imprévisible au cours des prochains mois. Quand il va déclarer, ce matin, il va se lever de mauvaise humeur, il va dire « Je déchire l'entente avec le Canada et le Mexique ». Là, les marchés vont être perturbés. Là, fait que ce n'est pas l'élection telle quelle, c'est l'imprévisibilité de Donald Trump qui est dangereuse. Dangereux pour le Canada en premier, mais pour le reste du monde. Oui, moi, je suis d'accord avec Jean-Marc sur le côté imprévisible et on ne sait jamais avec M. Trump. Il avait menacé de sortir de l'ALENA. Il ne finalement pas sorti de l'ALENA. Et la performance des marchés sous Biden est de loin supérieure que c'était sous Trump. Et au bout de la ligne, il y a des records qui ont été, qui se sont quasiment, se font, se bat. Il y a des records qui se font quasiment à tous les 2 semaines sur les marchés sous l'administration de M. Biden. Donc, le net de l'affaire, c'est que c'est clair que Trump, c'est beaucoup plus qu'est-ce que ça représente et son côté imprévisible qu'il a et son côté très transactionnel. C'est pas une personne qui a vraiment une idéologie qui est prévisible à son point de vue. C'est quelque chose qui va faire qu'est-ce qui est bon pour lui au moment qu'il doit juger qu'il a besoin pour avoir une victoire. Donc, ça, on va vivre avec ça. Et Mme Harris, au contraire, je pense qu'on l'a vu avec M. Trump, avec M. Biden, c'est qu'ils sont beaucoup plus attachés aux institutions multilatérales à l'international. L'OTAN, c'est important. L'ONU, c'est important. L'OMC, c'est important. Le G7 est important, le G20 est important. Tous ces éléments-là sont importants. Ce n'est pas simplement America First qu'on va imposer quand ça fait notre affaire, mais c'est vraiment, vraiment des choses qui sont ancrées dans l'approche Harris-Walz versus l'approche de Trump-Vance. Et le dernier point que je ferais, évidemment, c'est inquiétant si j'étais l'Ukraine, parce que c'est clair que Zelensky n'a pas la faveur de Trump ni la faveur de Vance. Contrairement au cas de Mme Harris et contrairement aussi à la solidarité de l'Union européenne en faveur de M. Zelensky et l'Ukraine. En ce qui concerne le Proche-Orient, c'est clair que cette guerre-là est loin d'être finie. On ne sait pas si ça va s'élargir entre un conflit plus direct et plus violent entre l'Iran et Israël. Mais il n'y a pas de doute sur cette question-là. L'Amérique, leur premier allié, demeurera toujours la défense et la survie d'Israël. Et il faut dire que Trump a essayé de diviser les Arabes entre l'Arabie saoudite qui est sunni et l'Iran qui est chiite. Donc, c'est clair que lui va continuer dans cette voie-là. Mme Harris, c'est évident qu'elle a fait tout pour garder, disons, M. Netanyahou et Israël à pas augmenter le risque que cette guerre s'élargit. Donc, on a une situation différente sur le plan de la gestion de la sécurité et de la gestion des Américains sur le plan international. Je pense qu'on ne peut pas quand même se poser des questions sur M. Trump parce qu'il est tellement polarisant, il est tellement un personnage extraordinaire, pas dans le bon sens du terme nécessairement évidemment, là, mais un personnage hors norme, si on peut dire.
quel sera l'impact de son élection sur la démocratie américaine, s'il est élu, bien entendu, sur l'autoritarisme, sur le contrôle du système judiciaire, sur peut-être la mise en vigueur de toutes sortes de projets, toutes sortes de propositions qui sont dans le Project 2025, comme on dit, là, le projet 2025 est une espèce de cahier de propositions qui ont été faites pour Trump avec sa complicité, avec des gens qui sont très, très proches de lui. Pensez-vous que ça va être un virage sur le plan de la démocratie, sur le plan essentiellement de la démocratie, de l'autoritarisme, des libertés aux États-Unis? Bon, Trump 45, 47 ne sera pas le même que Trump 45. Là. Il y avait des balises à l'époque, ne connaissait pas la gestion, il était un peu perdu à travers ça. D'ailleurs, 40 des 44 personnes qui ont fait former son premier cabinet n'ont pas appuyé Donald Trump cette fois-ci. Hein? Fait que c'est très significatif. Là. Fait que à mon avis, c'est extrêmement dangereux parce que c'est une personne qui est sans contrôle. Et les gens qui vont le nommer, ça va être des gens qui vont être loyaux à tout prix. Donc, tout est lié à sa personnalité. Fait qu'à tout égard, je rajouterais ce que vous avez mentionné, le projet de 2025. Il y a une question dans le chat par Joanne Watts là, sur le projet de 2025. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Là. Le projet 2025, ça vient d'Heritage Foundation. C'est les gens qui sont très proches de l'équipe de Donald Trump. Son directeur des politiques est un des rédacteurs du projet 2025. Et plus que ça, c'est que ça a été le guide de M. Trump à son premier mandat. Les gens ne s'en rappellent pas, là. Mais en 2016, Heritage Foundation a publié la même chose. 66 des mesures dans le cahier d'Heritage Foundation de 2016 ont été appliquées par le gouvernement Trump. 66 Et là, on se retrouve aujourd'hui avec des choses un peu absurdes. Là, pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est Projet 2025, c'est vraiment un programme d'extrême droite où on abolit le ministère de l'Éducation, on oblige l'éducation religieuse à l'école, on abolit toute la réglementation environnementale. Là, on ne parle plus d'extrême droite, là, on parle pas encore plus à droite que l'extrême droite. Là. Fait que si ça est appliqué aux États-Unis, ben, ça ne changera jamais ce pays-là. c'est sûr que le projet 2025 est très sérieux, très important. Puis on s'ajoute à ça le jugement de la Cour suprême récemment cet été, qui a essentiellement donné de l'immunité pour des gestes posés par le président lors de ses fonctions comme président. En d'autres mots, Trump va avoir plus de liberté d'agir, d'intervenir, de faire de la rétribution contre des adversaires politiques qu'il aurait peut-être eu avant ce jugement-là. Donc, c'est clair que la démocratie américaine, puis tous les philosophes de la démocratie vont vous dire, autant que c'est important et c'est vu comme essentiel dans les pays qui y sont, c'est fragile, ça demeure toujours fragile. Donc, il restera toujours ce risque-là. Il reste quand même que la Constitution américaine ne disparaît pas du jour au lendemain. Le 6 au matin, ce ne sera pas la fin de la Constitution américaine. Trump va avoir un deuxième mandat, mais c'est ça, ça va être son dernier mandat. Il y aura pas la Constitution ne disparaîtra pas. Ce ne sera pas un coup d'État, c'est une élection, non pas un coup d'État. Donc, dans 2 ans, on va commencer à spéculer qui sera le successeur de Trump. C'est clair que J.D. Vance, on n'en a pas parlé beaucoup aujourd'hui, mais il est en position définitivement comme un futur successeur. Mais il reste que le Parti républicain est déchiré au moment qu'on se parle, avec tous les gens qui sont contre. Il y a des gens qui n'ont pas abandonné leur croyance dans le Parti républicain. C'est pas parce que Trump est là que Ronald Reagan a disparu dans la mémoire des gens et que le Parti républicain a oublié son héritage et son legs. Donc, on risque d'avoir une situation qui ne sera pas tellement facile. C'est sûr que la démocratie elle va être chambardée avec Trump. C'est clair que lui, il veut non seulement faire toutes les choses que Jean-Marc disait, mais il veut avoir plus de liberté à congédier des fonctionnaires qui sont là de carrière parce qu'il les juge comme étant des gens qui sont de l'État profond puis qui sont démocrates. Donc, il veut les mettre dehors, mais il reste quand même qu'il y a une séparation de pouvoir aux États-Unis. Ça, c'est un élément qu'il ne faut pas oublier. Le Congrès, à tous les 2 ans, est en élection. Le Sénat, à tous les 2 ans, le tiers est en élection. Et vous avez dans le Sénat des gens qui sont beaucoup plus républicains conventionnels et traditionnels que vous en avez peut-être à la Chambre des représentants. Mais la population
est pas uniforme. Donc, oui, Trump n'est pas un démocrate. Oui, Trump a des réflexes fascistes. Et oui, c'est un gars qui s'est décrit comme étant un dictateur la première journée. Mais le système n'est pas nécessairement sur le bord de s'être renversé et de disparaître. Donc, il ne faut pas sauter trop à des conclusions rapidement. Mais il n'y a pas de doute qu'on serait plus reposé et plus, comment je dirais, optimiste si Trump n'était pas le président des États-Unis à partir de la semaine prochaine, ou du moins à partir du 20 janvier, parce que c'est clair que la démocratie, pour lui, c'est un élément qui empêche à faire les choses qu'il souhaite faire. Mais ce n'est pas la fin de la démocratie, ce n'est pas un coup d'État qu'on choisit le 5 novembre. Ben, vous avez mentionné au début que, bon, même si Kamala Harris est élue, puis Bannon, qui vient de sortir de prison, a aussi dit à Trump un matin, je ne reconnais pas la victoire de Harris si Harris gagne. Hein? C'est ça que Steve Bannon, qui est sorti de prison ce matin, il a tout de suite envoyé un message à Trump pour lui dire la même chose qu'à la dernière fois, ne reconnais pas la victoire de Harris si, le soir de l'élection, elle semble gagner. Donc, pensez-vous qu'il y aura de la fraude dans la reconnaissance des votes au collège électoral quand ça va être le temps de proclamer les votes au Congrès? Mettons que Trump gagne, ça va être la vice-présidente cette fois-là. Harris qui va être la vice-présidente qui va donc confirmer la victoire de Trump si Trump gagne. Mais pensez-vous qu'il y a de la fraude parce qu'il semble qu'on ne veut pas, dans certains États, reconnaître les votes qui seront les votes du collège électoral? Oui, mais la clé, Jean-Paul, c'est l'ampleur de la victoire. Si elle gagne par un vote ou si elle gagne par 100 000 votes, c'est très différent là, dans chacun de ces États clés-là. Ça ne se renverse pas 100 000 votes de différence. Là, et il aura beau faire tout ça. C'est sûr qu'il prépare psychologiquement les Américains. Le dernier tweet vendredi de Donald Trump, c'est qu'il y a 2500 votes en Pennsylvanie qui ont été volés parce qu'on essayait de faire une fraude, qu'on a une preuve, puis tout de suite, il recommence avec la même Italie. Fait qu'il crée, dans le fond, le doute des Américains quant à la qualité, puis il prépare le lendemain parce que Donald Trump, s'il perd, tout ce qui lui reste, c'est des militants enragés. Fait que c'est ça, parce que lui, sa peur, c'est que cet homme-là devient président des États-Unis ou en prison. Parce que s'il ne gagne pas l'élection, les procès se poursuivent, puis le risque d'emprisonnement est de plus en plus élevé, particulièrement s'il perd. Fait que pour lui, il joue son va-tout actuellement. Fait que la question, dans le fond, c'est l'ampleur de la victoire. C'est les Américains, par leur vote, qui vont décider de la suite des choses. Si massivement ils votent contre Donald Trump, c'est terminé. L'ère Trump se termine. C'est la fin du show. Et Ouais. si, on prend l'expression des cowboys fringants, mais si, à l'inverse, c'est très serré, puis même si Trump gagne de façon serrée, le transfert va se faire quand même sans difficulté. Du côté des démocrates, ça va se faire. Mais c'est ça. Fait que là, le problème, c'est qu'on ne sait pas aujourd'hui le résultat exact du vote, mais il prépare psychologiquement son intervention. Oui, il faut dire qu'il y a eu quand même environ 60 causes qui ont été devant les tribunaux suite à la dernière campagne et Trump était président des États-Unis, puis il avait nommé beaucoup de juges et beaucoup de ces juges-là, à l'exception peut-être d'une dans le sud là, qui semble prendre ces directives de Trump, mais dans l'ensemble, les gens ont agi selon la loi et il a perdu ces causes-là. Vous savez, ultimement, Mike Pence, contrairement à ce que M. Trump voulait, a quand même essentiellement ratifié ou reconnu le vote qui a été pris le 6 janvier au Congrès, qui confirmait essentiellement le collège électoral. Donc, c'est clair que oui, ça dépend de la proximité de l'écart. Et tu as totalement raison de le dire, Jean-Marc. C'est clair que les qui sont en voie déjà à se préparer à contester. Il ne se ralliera pas, il ne sera pas à la sermentation de Mme Harris si elle gagne, ça c'est clair. Et il va essayer de continuer d'être la personne qui est le président, disons, officieux du pays, même si Mme Harris est assermentée le 20 janvier. Mais il reste quand même que je continue à penser que la démocratie américaine ne tient pas d'un fil. Il y a quand même des traditions qui sont importantes. Euh, et je pense que
c'est clair que si j'ai assez confiance dans la façon que l'élection se gère dans les États, contrairement au Canada, en passant, une élection nationale est gérée par le collège, par le fédéral ici au Canada. Aux États-Unis, c'est chaque État. Donc, c'est clair qu'il va y avoir des contestations dans les différents États pour essayer de le mettre en question, mais je continue à penser que si le vote est relativement, comme Jean-Marc il dit, c'est un vote, c'est différent, mais si on a 100 000, 200 000 votes, là, je pense que ça devient plus compliqué. Puis je rajouterais, Jean-Paul, qu'il y a tellement de choses imprévisibles. On a Oui. qui aurait pensé que Joe Biden démissionnerait, il laisserait la place à Kamala Harris, qui aurait pensé qu'elle aurait gagné en moins de 24 heures l'investiture démocrate, qui aurait pensé qu'un criminel comme Donald Trump, qui est accusé, qui est reconnu coupable de criminalité, est encore dans la lutte puis peut être président des États-Unis. Il y a toujours des événements qui arrivent de l'externe qui sont difficiles à évaluer. Mais le système américain est un système solide qui a vécu un certain nombre d'années. On pense que c'est assez solide, mais dites-vous que Trump 47, donc le 47e président, va agir de façon différente que Trump Oui, 40. puis elle n'a pas l'entourage qu'il y avait avant. C'est les Steve Bannon de ce monde vont être encore dans le portrait, mais les Mark Espner John Kennedy ou Mark ou Milley. John Kelly ne seront pas. Mais il y a un chiffre que j'ai retenu, que j'ai noté même si j'ai la présentation de Jean-Marc, mais j'ai aimé un chiffre qui disait 53% ne souhaitent pas 4 autres années de chaos. Ouais. Et ça, c'est un élément qui est, comme on dirait, sous le radar et qui peut faire partie de ce qu'on appelle la prime à lune, c'est-à-dire des gens qui vont être enthousiastes pour aller voter, qui sont peut-être pas nécessairement bien inscrits dans les résultats de sondage qu'on connaît. Oui, je pense que ça, c'est un chiffre très, très, très important. Et puis, j'avais remarqué aussi quand Jean-Marc a présenté ce chiffre-là, on ne veut pas de chaos. Nous autres non plus. On espère qu'il n'y en aura pas trop de chaos parce que ça peut perturber beaucoup, beaucoup de choses. Écoutez, notre temps est terminé. Je vais conclure, évidemment, en vous remerciant. Puis là, à l'écran, il y a quelqu'un qui dit, Jean-Paul, il pourrait proposer à nos deux conférenciers de rester avec nous quelques minutes afin que nous puissions les remercier. Je ne sais pas comment ça peut se faire. Peut-être que c'est des applaudissements qui veulent que les gens veulent. Mais à tout événement, je veux vous remercier sincèrement. Je trouve qu'on a eu une discussion extrêmement éclairante, extrêmement intéressante aussi, en profondeur sur les enjeux de l'élection américaine, sur la façon dont elle s'est passée, sur les tendances, sur les défis, sur les personnages qui sont en jeu, évidemment, Kamala Harris et puis M. Trump. Donc, merci à vous deux. Je remercie aussi, si vous me le permettez quand même, de remercier nos commanditaires qui ont facilité cet événement-là. Donc, Léger, évidemment, Amazon Web Services, Jam Pharma, National, Alicia et le Journal des Affaires aussi, qui ont tous donné un coup de main pour qu'on puisse la réaliser. Alors, merci infiniment. Et puis là, je ne sais pas tantôt comment les gens peuvent vous remercier. Si vous restez à l'écran un peu plus, peut-être c'est de vous applaudir. Alors, on va terminer là-dessus. Merci, Jean-Paul. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très heureux, mais encore plus heureux d'avoir participé avec Jean-Marc Léger. Donc, je vous remercie beaucoup pour l'invitation et je remercie tous les gens qui ont écouté, qui ont participé. Mais c'est important le 5 et c'est clair que ce n'est pas simplement une soirée d'élection. C'est quelque chose qui va avoir des répercussions. On va être stressé un peu le 5, malheureusement, mais bon, on va l'écouter. Au plaisir, M. Jean-Paul. Merci aux gens de la Fondation.